Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. L'heure de l'introspection a sonné. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, de magique, de magnifique avec l'Internet, avec le contenu produit pour Internet, c'est que n'importe qui peut remonter dans le temps à la Marty McFly et aller réécouter ou relire ce qui s'était dit il y a quelques mois, quelques années, sur divers sujets. Et en plein été 2017, je vous avais proposé une série de previews, notamment sur les équipes qui avaient été très actives durant cette intersaison, une série de previews, des vidéos à la fin desquelles j'essayais de faire un petit peu un travail d'anticipation sur le rendement potentiel de ces équipes. L'heure est venue de vérifier si ce que je vous avais dit à l'époque est arrivé ou non. Est-ce qu'on a eu une anticipation créatrice? Est-ce que j'avais vu juste ou est-ce que j'ai tapé complètement à côté? L'heure du bilan a sonné. J'avais commencé. On va faire ça dans l'ordre chronologique des vidéos que je vous avais proposées. On va commencer avec les Minnesota Timberwolves. Les Minnesota Timberwolves, dans une vidéo que j'avais baptisée l'intersaison des Timberwolves passés au crible, sortie le 21 juillet 2017. À la suite d'un long raisonnement, 43 minutes de vidéo, je vous avais pas balancé comme ça, sorti de nulle part. À la suite d'un assez long raisonnement, je vous disais, ok, sur mon Blightometer, recette perso, tentative de lire dans une boule de cristal, mais en s'appuyant sur beaucoup de données. Je vous avais dit, ok, cette équipe de Minnesota, elle peut tabler sur 50 à 55 victoires. D'après mes projections, elle peut avoir un rendement offensif aux alentours des 110 points pour 100 possessions, ce qui ferait de l'équipe la 5e attaque. Et à contrario, avec une défense aux alentours des 105 points encaissés pour 100 possessions, on aurait la 10e défense. Voilà les projections que je faisais à l'époque. In fine, les Timberwolves ils finissent à 47 victoires en ayant perdu pendant une partie de la saison Jimmy Butler, mais je vous projetais 50-55, on est à 47, on n'est pas loin. Je vous parlais de la 5e attaque à 110, on a la 4e attaque en réalité à 110,8. Là où les Timberwolves ont été un petit peu moins performants, c'est sur les qualités de défense. Je voyais une équipe de Minnesota plus performante en défense et le principal point noir de l'équipe sur cette saison qui vient de s'écouler à l'approche des playoffs, c'est effectivement le niveau défensif. L'équipe est décevante en défense. On est à 108,4 points encaissés pour 100 possessions. 23e défense. D'une manière générale, je vous en avais déjà parlé, évaluer statistiquement la défense, c'est très compliqué. Il n'y a pas de stats avancées individuelles par joueur qui permettent d'avoir une idée parfaitement réaliste de l'impact d'un joueur en défense. Et dans le basket, il est tout à fait possible qu'un assemblage de 5 défenseurs moyens vous permette d'obtenir une très bonne défense. Et à contrario, un assemblage de 2-3 très bons défenseurs avec 2-3 très mauvais, je vous l'avais déjà dit à l'époque, ça ne fait pas forcément une défense moyenne. Les 2-3 très mauvais peuvent vous tirer vers le bas et vous avez une mauvaise défense. Donc, vous allez voir, ça va revenir dans la vidéo. Autant anticiper l'attaque, on peut y arriver un petit peu, autant anticiper la défense, c'est compliqué parce que n'y a pas de recette connue d'avance et surtout on n'a pas de base statistique ultra fiable pour aller d'une manière individuelle imputer à tel ou tel joueur des qualités de défenseur qui vont booster d'une manière générale l'équipe. Après, le petit brief sur les Timberwolves, on avait bien entendu parler d'OKC qui avait eu une intersaison, souvenez-vous, agitée. Je vous disais, dans une vidéo sortie le 29 août 2017, que cette équipe du Thunder, je la voyais aux alentours de la 8 et 10e place en attaque. In fine, OKC est la 10e attaque cette saison. Je vous disais que l'équipe allait vraisemblablement être entre la 8e et la 10e place en défense. In fine, OKC est la 10e défense cette saison. Je faisais une projection de victoire entre 50 et 53.
On est à 48, donc on n'était pas loin de cette projection. Si vous voulez comprendre par quel raisonnement j'en étais arrivé là, hein, une nouvelle fois, c'était pas balancé comme ça. Bah, il y a 54 minutes de vidéo, si vous voulez refaire un retour dans le temps et comprendre ce raisonnement. Dans la foulée, dans la continuité, j'avais refait une vidéo juste après qui traitait du trade de Carmelo Anthony. Et je vous disais que l'arrivée de Melo ne renforçait pas l'équipe. Parce que son arrivée posait beaucoup plus de questions qu'elle n'apportait de réponses, et je vous disais même, je suis pas convaincu que l'équipe soit plus forte, et elle sera peut-être même un petit peu plus faible. On a eu un statu quo Melo, et c'est parfaitement ce qu'on a constaté sur la saison. Donc les données qui étaient présentées dans une config avec encore Counter, eh bien, étaient complètement valables pour une config avec Melo, parce qu'on était pour moi dans le statu quo. On échangeait un joueur avec des qualités d'attaque faible défenseur contre un joueur avec des qualités d'attaque faible défenseur, et ça se compensait. Au-delà de ça, même si OKC a fait une saison relativement décevante, n'ayons pas peur de le dire, même s'ils s'en sortent très très bien sur la fin en arrachant une 4e place, on les attendait un petit peu plus fort que ça en saison régulière. Il n'en reste pas moins une équipe tout à fait dangereuse en play-off. Ça sera à suivre, parce qu'il y a des bases défensives et des bases de rebond. Et quand en défense, et quand en play-off, vous pouvez contrôler le rebond et bien défendre sur des séries de stops successives, eh bien, vous pouvez vous en sortir. Donc cette équipe de OKC, au-delà d'une saison moyenne plus, c'est une équipe qui peut faire quelque chose en play-off, sous réserve que l'attaque arrive à se structurer un petit peu et à se discipliner. On avait parlé ensuite des Celtics. Et oui, les Celtics, pour le coup, ils avaient été très 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 actifs à l'intersaison. Alors, eh bien, on avait parlé d'une config avec Gordon Hayward, bien entendu. Gordon Hayward qui, tragiquement pour lui, s'est explosé le pied sur le match 1. Donc, ces projections-là étaient dans une config avec Gordon Hayward. Je vous parlais d'un résultat entre 50 et 55 victoires, une attaque aux alentours de la 8e place, une attaque aux alentours de la 5-6e place, et une défense aux alentours de la 16-17e. Alors pour le coup, dans la fourchette de victoire, on y est, mais les projections sont complètement inversées. C'est-à-dire qu'on a une équipe des Celtics qui s'est avérée, en l'absence de Gordon Hayward, mais pas que, eh bien beaucoup moins forte en attaque que ce qu'on pouvait s'imaginer. Mais à contrario, eh bien, on a une équipe des Celtics qui, au-delà de toutes les espérances et de toutes les projections, s'est avérée bien plus forte en défense qu'il n'y paraît. C'est à mettre au crédit, bien entendu, de l'impact des jeunes joueurs. Et on en avait parlé justement dans cette vidéo qu'on avait fait le 25 août 2017. On en avait parlé que l'avenir des Celtics était extrêmement dépendant, au-delà de Gordon Hayward, de Kyrie Irving, etc., était très 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 dépendant du développement des jeunes joueurs. Parce que dans le déstockage massif qu'avaient fait les Celtics de plein de joueurs intéressants, les Bradley et compagnie, les Crowder, bref, tous ces joueurs qui ont été échangés à l'intersaison. Au-delà de ça, on avait perdu un petit peu en profondeur et on allait devoir beaucoup solliciter les jeunes joueurs, les Jalen Brown et les Tatum. Donc le rendement de l'équipe était complètement dépendant de ces jeunes joueurs-là. Et je vous avais dit, je vous avais fait 2 projections, si vous vous souvenez de cette vidéo, en vous disant, ok, si les rookies ou les sophomores, ils ont un rendement un petit peu en deçà de la moyenne, ça donnera ça. Si à contrario, ils sont dans la moyenne ou un petit peu au-dessus, ça donnera ça. Et je vous disais, avec des jeunes joueurs impactants, il faut imaginer un net rating entre plus 4 et plus 5. Donc net rating, c'est quoi? C'est qualité d'attaque sur qualité de défense. Et sur cette saison, eh bien, effectivement, on a des Celtics qui sont à plus 3,7.
parce que Brown et parce que Tatum, eh bien, on fait une très très belle saison et ont été très 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 impactants, bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer dans mes scénarios les plus favorables à cette équipe des Celtics, puisqu'on a un Brown qui a à peu près 13-14 de PER, donc qui a une productivité quand il est sur le terrain dans la moyenne NBA, et surtout qui a été à moins 4 en box plus minus la saison passée, donc moins 4 en indice d'impact, et il est tombé à 0, 0 c'est la moyenne. Donc on a un joueur qui est devenu un titulaire confirmé en NBA, et à côté de ça, on a un Tatum. On a un Tatum qui arrive, qui finit pratiquement à 60% au tir réel, 15 de PER, donc une productivité sur le terrain d'un titulaire confirmé en NBA, et il est à plus 1 en box plus minus. Donc il contribue au succès de son équipe un petit peu plus qu'un titulaire moyen dans la NBA. Et puis je vous avais dit, surveillez Kyrie Irving, parce que bien coaché par Brad Stevens, il peut faire une saison magnifique. Kyrie Irving, il a enregistré sur cette saison passée avec les Celtics 25 de PER, sa meilleure productivité en carrière, 61% au tir réel, son meilleur pourcentage au tir réel en carrière, et plus 6 en box plus minus, son meilleur impact en carrière. Effectivement, quand vous sortez du hero ball et de l'isolation proposée par les Cavs et que vous structurez un petit peu avec un vrai coach, vous arrivez à faire maximiser l'adresse de vos joueurs, et donc leur impact, c'est exactement ce qu'on aura vu avec Kyrie Irving. Mais très clairement, les Celtics, forcément ma projection elle était tronquée parce que Gordon Hayward n'a pas été là, et ça a révolutionné, ça a imposé beaucoup de changements, beaucoup de réajustements dans cette équipe. Mais l'absence de Gordon Hayward a enlevé des qualités d'attaque, et c'est ce qu'on a vu. L'équipe s'est avérée en performance d'attaque beaucoup moins élevée que ce qu'on imaginait. Mais à contrario, Brown et Tatum, qui sont avérés être des très très bons défenseurs, et même Marcus Smart a eu un petit peu plus de temps de jeu, l'équipe elle a gagné en qualité de défense. Kyrie Irving a bien été masqué par les très autres bons défenseurs de l'équipe. Baines a fait le boulot, Horford a été héroïque, et même Daniel Theis en sortie de banc a été impactant. Et vous avez une équipe qui a surperformé en défense et qui doit son succès, bien entendu, grâce à sa défense. On avait parlé aussi très très rapidement des Knicks qu'on avait disséqués dans une config où Melo était encore là, donc forcément c'est tronqué, dans une config où Porzingis ne s'explosait pas en plein vol et ne manquait pas beaucoup de matchs. On avait fait une supposition que Ntilikina allait avoir un niveau de contribution correct, un petit peu dans le sillage d'un Elfrid Payton qui, dans les très 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 grandes lignes, pouvait avoir un profil un petit peu similaire. Il se trouve que Ntilikina, il a fait une saison en termes de qualité d'impact, de qualité de productivité, très 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 en deçà de la moyenne. Il est dans un niveau de rendement d'un joueur de son âge, d'un joueur de 18-19 ans qui arrive en NBA maintenant. Donc il n'y a pas eu de surprise Ntilikina. Je dirais pas qu'il a été décevant, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que il est dans un process effectivement plus long, comme on pouvait s'imaginer, et il n'a pas l'impact tout de suite que peut avoir par exemple un Tatum de son côté. Ça viendra, pas d'inquiétude, mais du coup forcément ça a impacté le rendement de l'équipe. Je vous disais, on a des Knicks qui peuvent être à 107 en rendement d'attaque, 107 en rendement de défense. Ils ont été un petit peu moins bons que prévu en attaque. Effectivement, parce que Porzingis a manqué sur beaucoup de matchs, effectivement, parce que Ntilikina n'a pas contribué au niveau qu'on pouvait imaginer. À côté de ça, on est plus ou moins dans la continuité de la défense, mais on n'a pas une équipe des Knicks qui, comme je vous le disais dans mes projections, pouvait espérer être 17-18, mais on est plutôt 22 et 11e à l'Est. Mais finalement, au vu de ce qu'a été la saison des Knicks et de l'absence de Porzingis, ce décrochage par rapport à la projection, il est plus ou moins logique. Vous perdez votre franchise player et forcément, par rapport à une projection où il jouait tous les matchs, vous êtes un petit peu en deçà. On avait parlé aussi des Clippers. Qui avaient été relativement actifs à l'intersaison. Et je vous avais dit, attention, cette équipe des Clippers, elle a très très bien négocié le départ de Chris Paul. Et c'est une équipe qui peut rester compétitive. Je vous disais, l'attaque va rester au top, va rester efficace.
J'avais une projection d'une attaque classée 4e, on a la 8e attaque de la NBA. Je vous parlais aussi, on était le 11 septembre 2017, je vous parlais aussi des qualités de défense. On avait une équipe des Clippers qui n'était pas une bonne défense, qui allait, dans mes projections, passer entre la 18e et la 20e place. Eh bien, on a des Clippers qui ont fini 19e en défense. En conclusion, je vous avais dit attention, si cette équipe des Clippers reste en forme, eh bien c'est une équipe qui peut compter à l'ouest. Au final, ils finissent à 42 victoires, 40 défaites, 18e de la NBA. Ils n'ont pas été en forme. Ils n'ont pas été en forme. Après, Blake Griffin a été échangé. Évidemment, ça redistribue toutes les cartes. Mais le 5 majeur prévisionnel des Clippers que j'avais utilisé dans cette vidéo, à savoir Beverly, Rivers, Gallinari, Griffin et Dédé, il n'a joué que 8 matchs ensemble. On perd Beverly sur blessure, on perd Gallinari sur blessure, on perd Griffin sur blessure, après on les change. Et au final, on a des Clippers qui arrachent 42 victoires. Donc, dans une config où tout le monde aurait été là dans 80% du temps, on avait des Clippers qui auraient effectivement pu compter à l'ouest s'ils avaient été en forme. Et dites-vous que les Clippers, 5-6 victoires de plus et ils sont 4e à l'ouest. Et on en est là dans cette conférence extrêmement compétitive. On verra ce qui se passe pour la saison prochaine. Et bien voilà, maintenant vous avez les faits, vous avez un petit retour en arrière, un petit arrêt sur image sur ce qu'on s'était dit. À vous de juger si c'était pertinent ou pas. Merci de votre fidélité, bon match à tous.